Quart de finale des playoffs, il y avait 2 matchs au programme ce soir. Zurich-Bienne en mode finalissima, acte 7 et l'acte 6 entre Davos et Rapperswil. On va revenir sur ces 2 rencontres avec nos invités, avec Alain Miéville, avec Florian Kainz, avec Stéphane bien sûr. Et on va commencer, messieurs, avec la série du côté de Davos, vous l'avez compris, entre le HC Davos et Rapperswil. Rapperswil qui menait 3-0 dans cette série, mais qui voit Davos se rapprocher. Et la mission pour Davos, c'est très simple, il ne faut plus calculer. Il faut gagner. La petite bénédiction de Volven, ça marche plutôt bien depuis 2 rencontres, pourquoi s'en priver? Et cet homme, on va beaucoup le voir, l'éternel Andrés Ambul. Mais d'abord, c'est Bremet qui va ouvrir le score. Ambul à la passe, Bremet backdoor, 1 fois, 2 fois, ça tape extérieur finalement des montants et ça revient l'abnégation, on va dire, de l'étranger Alain du HC Davos. C'est ça, il a loupé son premier shoot et après il marque sur le rebond. Mais autant, on va dire, à Bienne, les pipis, ils ont l'air tellement compliqués. Autant à Davos, quand on a vu celui-là, on avait l'impression que c'était tellement facile d'organiser, de faire les passes. La passe d'Ambul, là, elle est magnifique en back-end. Et puis là, on voit le premier shoot qui est complètement loupé, mais il arrive à la remettre après. Il arrive à la remettre, en effet, et c'est l'ouverture du score dès la 2e minute de jeu. Mais Rapperswil reste dans le match. Il y aura beaucoup de buts. Il y en aura 5 lors de ces 20 premières minutes de jeu. On va le voir. Regardez cette relance d'Egli. La relance peut-être suicidaire, en tout cas la conclusion. C'est Vic qui lui aussi va s'y reprendre quasiment à 2 fois. En tout cas pour pas te garder. Ça, c'est un sacré move de Vic. Ouais. Sérieusement. En plus qu'il est un gaucher peut revenir plus facilement. Mais là, il est droitier puis il va revenir du back-end. Ça, c'est difficile à faire. Regardez, hop! Wow! C'est clair qu'on voit sur le début de l'action, Egli, il a une passe catastrophique au niveau de la relance. Mais après, Vic, ce qu'il fait, il a vraiment dans un premier temps la patience pour coucher le gardien. Et puis, vraiment, le geste classique, ça aurait été de faire le tour du but et puis de la mettre au 2e poteau. Et là, il a l'intelligence ou alors le petit coup d'éclat tout d'un coup qui vient de la glisser au 1er poteau. C'est parfait. Mais Davos va reprendre l'avantage et on a vu le maître tir de Sgragan. Alain, il avait déjà marqué un gros but, Sgragan, dans cette série. C'est ça, mais c'était de l'autre côté. Et là, il shoot dans la lucarne du côté de la plaque. Et c'est vraiment un joli shoot. Après, c'est aussi un bon forecheck de Davos et qui récupère le puck. Mais là, on voit le shoot. Le gardien ne peut rien faire et le shoot est magnifique. Assise de Nussbaumer sur cette réussite. On le voit, là, derrière la cage, justement, qui lève la tête, qui voit Sgragan. Et ce puck, on le voit sautiller devant véritablement sa crosse et s'arrêter, j'ai envie de dire, presque jusqu'au bon moment. On dit toujours, un puck qui tourne, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le frapper. Oui, mais on verra ce soir, ça va tout tourner pour Davos avec un prochain but après. Albrecht va pourtant trouver le moyen d'égaliser et de calmer quelque peu, dira-t-on, les ardeurs davosiennes. À la limite, peut-être du hors-jeu, on joue le délai. Chervenka, et qui c'est qui va dévier Stéphane juste devant la cage? C'est Albrecht. Oui, Albrecht, c'est un joueur de centre un joueur qui est assez convoité dans la Ligue parce qu'il fait beaucoup de bonnes petites choses sur la glace. Regardez, la passe est un petit peu courte pour Chervenka. La déviation est très maligne de la part d'Albrecht. Évidemment, il prend un petit peu de chance aussi au final. Il faut qu'elle passe en dessous des jambes du gardien. Mais c'est bien joué, c'est finement joué. On vous en a déjà parlé de Pospisil qui remplace donc Nygren et c'est lui qui va marquer là aussi un but très important. Regardez, il reste à peine 5 secondes, Florian Kainz, quand il envoie ce véritable missile dans les buts de Nisseler pour le 3-2. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un missile, mais sur le jeu, on voit le powerplay est bien posé, Rappi pas tellement agressif. On a le temps de remonter le puck. On voit que les 2 joueurs de Rappi étaient très bas. Et puis une passe parfaite de Sgragan avec un super timing pour pouvoir envoyer un shoot, un missile comme il le fait là, c'est imparable. Sgragan 2 points, Bremet 2 points sur ses 20 premières minutes de jeu. Et Davos qui rentre au vestiaire avec un avantage d'1 but. De quoi attaquer la 2e période du bon pied. Une 2e période qui sera marquée. Il y a eu beaucoup de possibilités, il y a eu beaucoup de poteaux encore dans ce match. On ne va pas pouvoir tout vous montrer. Mais Ambul va marquer le 4-2. Ambul qui était déjà passeur sur la réussite de Bremet sur le 1-0. Et là, Alain, il montre quoi? Tout son métier, son abnégation, on va dire, Andrés Ambul. Tout simplement sa classe. À son âge, la saison qu'il fait, il est juste incroyable. Et il y a une petite erreur du défenseur de Rappi, mais après, ce qu'il fait, pas tout le monde a le sang-froid de la remettre comme ça. Et puis,
Ambul a la classe de faire ça. Et puis, à son âge, qu'il soit top scorer de Davos, c'est beau. Oui, en général, quand on lui laisse un tout petit peu de temps et un tout petit peu d'espace, il sait parfaitement en profiter. Et le poids des années qui ne semble avoir justement aucun impact sur le rendement d'Andrés Ambul. On se rend en troisième période et Davos va appuyer sur l'accélérateur et se mettre définitivement à l'abri une nouvelle fois à 5 contre 4. Et c'est Stransky. Stransky qui trouve une nouvelle fois le chemin des filets, toujours bien positionné, ce powerplay qui vraiment est l'arme ce soir, dira-t-on, de Davos Florian. Ouais, exactement. Hein. Et puis je pense que c'est aussi rentrer un peu dans la tête de Rapperswil. Ils savent plus trop comment les jouer. Ça peut venir de tous les côtés. Et puis voilà, Stransky, lui, c'est vraiment le buteur. Il est capable. Là, on voit, c'est pas évident. Hein. Il est sur leur verre, dans une position pas évidente. Il trouve la solution pour battre Niffler. Il était muet sur le début de la série, Stransky, pendant les 3 premiers matchs. Et là, sur les 3 derniers, tiens, il trouve le chemin des filets à chaque fois. Et Davos s'impose aussi à chaque fois. 5-2. Rasmussen, même lui, va marquer, c'est vous dire. Parce qu'il n'est pas forcément en réussite. Et ça, c'est le but le plus gaguesque, on va dire, Alain, qu'on ait vu depuis très longtemps. Parce que c'est un assist du haut du filet. C'est ça, j'en avais encore jamais vu des comme ça. Mais comme je l'ai dit avant, quand ça veut rentrer, ça rentre. On n'a pas besoin de trop chercher. On met le puck au but et ça rentre. Et c'est ce qui se passe ce soir pour Davos. Vous avez déjà vu un but comme ça ? Ce rebond-là sur le... C'est quoi ? Sur le deuxième. C'est le poteau, exactement, mais sur l'extérieur. C'est le petit décalage, c'est le filet sur le dessus de la cage qui n'est pas très tendu, ce qui fait que c'est un petit bump, et puis ça revient ça sérieusement. Là. Quand vous parlez d'un soir où ça va bien, là, puis que les étoiles sont alignées là, pour Davos ce soir, Davos a tiré 22 fois au but ce soir. Ils en ont marqué 7. Donc, Niffler, honnêtement, 68%, mais quand on voit ça, on dit, bon, ça, c'est une soirée oubliée, mais est-ce que ça n'aurait pas été bien peut-être de le retirer quand... Il ne peut rien faire. Il y a deux shoots ivoiriens, il y a ce goal-là. C'est ça. C'est une soirée compliquée pour lui. Et 22 tirs. Les expected goals, quand je regarde les buts comptés ce soir, c'est 3-2 seulement pour Davos. Puis ça finit 7-3. Donc, encore une fois, les statistiques ne correspondent pas aux résultats ou à la réussite des équipes. Et les 3 dernières réussites, on va les voir justement en images, puisqu'en effet, il y aura encore des buts dans ce match. Avec tout d'abord le 7-2, Sinieki, Andrés Ambul, Florian Kahnz. Ce qu'il aime bien aussi, c'est faire tout seul. C'est récupérer le tir à la ligne bleue, un petit peu de temps, il arme. Et j'ai envie de dire, même, regarde, ce tir qui va passer, j'ai l'impression plein axe. Bon, Ambul, c'est un joueur qui sait tout faire. Il a beaucoup de choses pour lui. Et puis là, on le laisse à cette distance-là. Il va envoyer le shoot. Mais encore une fois, la défense de Rapi, on l'a vu à plusieurs fois ce soir. Elle n'est pas tellement présente. Là, le joueur, il voit qu'il va y avoir un shoot. On voit, il passe devant et il s'enlève. Il n'a pas tellement envie de le prendre dans la cheville à ce moment-là du match. Ouais, on a vu aussi tous les joueurs de Rapi à tirer véritablement par le puck et il y avait un boulevard pour Andrés Ambul et puis Profico qui va marquer, on va dire pour l'honneur, 7-3. La grande question qu'on se pose, Alain, c'est comment Rapperswil, qui menait 3-0 dans cette série, va trouver les ressources, à ton avis, pour l'emporter dans 2 jours à domicile lors de l'acte 7 ? Il faut oublier les 3 derniers matchs, reprendre ce qu'ils ont fait de bien sur les 3 premiers et puis se dire qu'ils jouent à la maison. Ils n'ont plus rien à perdre, on gagne, on continue, on perd, on est en vacances. Et voilà, il faut oublier les dernières défaites. Ce soir, qu'ils perdent 3-2, 4-2 ou 7-3, ça n'a aucune importance. C'est juste qu'ils doivent se remettre mentalement, se dire dans 2 jours, on a un match qu'on doit gagner. Il ne faut pas dire qu'on ne doit pas le perdre, il faut dire qu'on doit le gagner, qu'on joue simple et puis qu'on regarde les bonnes choses qu'ils ont faites dans les 3 premiers matchs. Ambul, incroyable, qui montre la voie à l'image de Stransky, à l'image de Sandro Eschliman. Encore une fois, les hommes forts de Davos qui sont en train de prendre le pas sur un Roman Chervenka. Faut-il le dire, qui est quand même muet là depuis un certain moment du côté de Rapperswil. On l'a vu, il est passeur, il fait un assist, mais il n'arrive pas à inverser la tendance finalement, Florian. Ouais, c'est clair que là, on voit que les hommes forts de Davos ont repris un petit peu le lead. Ambul, c'est un peu la figure et puis l'emblème du club. Et puis les étrangers se sont réveillés aussi et font vraiment la différence. Alors que de l'autre côté, peut-être un jeu plus physique de Davos.
moins d'espace pour Cervenka. Alors il fait ses points, mais on le sent un petit peu moins dominant. Maintenant, sur un 7e match, on peut toujours s'attendre à une étincelle de sa part. Donc ce sera intéressant de voir aussi dans quelle mesure il va pouvoir reprendre le dessus sur les étrangers de Davos qui pour l'instant sont plus dominants. Oui, Stéphane. Cette série-là, elle a fait la crêpe. Mais elle a fait la crêpe, les gars. À quel moment? Au moment où Davos a durci le jeu. Je vous rappellerai que dans le match numéro 4, où il faisait face à l'élimination, il y a eu la charge de Nygren, 3 matchs de suspension qui a sorti Forer. Il y a eu la charge de Young, qui a sorti un étranger. Vous avez eu la charge de Canova le match d'avant, qui a sorti aussi Vetter, qui est revenu après. Mais on a durci le ton et ça a changé la physionomie. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'était l'arme, c'est désespéré du côté de Davos. On a durci le ton et ça a changé le momentum de cette série-là. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire? Je pense que Volven ne va pas se poser la question. Il va se dire, ça a marché. Voilà. On a une courte réaction de Mathias Bremet, le joueur du HC Davos. On va l'écouter à l'interview. Mathias Bremet, it was 3 games too low for Rapperswil. It's now 3-3. It's incredible. What's your feeling about this quarterfinal? No, we had 3-0 there, so we had to win 4 games, and now we get 3, and now we had the last game in Rappi. What changed between the 3 first games and the 3 last? Oh, the puck goes in now. I think the first games the puck didn't go in, and now we score on the chances we get, and that's it. Thank you, Mathias. On est revenu, Stéphane, sur le scénario incroyable de ce quart de finale, alors que Rapperswil menait 3-0. Désormais, c'est 3-3 dans la série. Comment se sent-il? Quelle est son impression par rapport? Il a dit c'est pas compliqué. On avait besoin de 3 victoires pour revenir dans la série. On allait les chercher. Puis là, il faut retourner en rapide. Donc, réponse très simple. Et puis, comment t'expliques ça? Il dit c'est pas compliqué. Il dit le puck voulait pas rentrer avant. Maintenant, il rentre. Chaque fois qu'on a une occasion, on la met au fond. On capitalise sur nos occasions. C'est simple. C'est simple le hockey, hein? Ça a l'air, en effet, quand on s'appelle Bremet, quand on s'appelle Davos, c'est qu'on revient à 3 partout dans la série. Il y aura donc, évidemment, studio, et vous l'avez compris, acte 7 du côté de Rapperswil. Ça sera mercredi soir. Il y avait une finalissima dans l'autre rencontre de la soirée du côté du Hallenstadion. Ça aurait pu être le dernier match disputé par les ZSC Lions dans leur antre presque mythique, dira-t-on. Mais non, les ZSC Lions vont continuer. Et pourtant, il y avait le retour d'un certain Victor Löw. Les supporters et les fans étaient là, dans une ambiance un peu festée. Le show, par contre, d'avant-match a fonctionné à plein régime. Il en a mis plein les mirettes, comme on dit. Et cet homme-là avait quand même une certaine pression sur les épaules, peut-être plus quand il est Tormenon, on va bien sûr parler de Richard Grunborg. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Les 20 premières minutes, Florian, de coach, les coachs ont adoré, il y avait très peu d'erreurs, peu d'occasions, sauf peut-être cette possibilité, double possibilité, Salinen et Rayala qui testent les réflexes du portier zurichois. Oui, exactement, on avait senti vraiment deux équipes bien préparées pour ce match au niveau tactique. Ça se maîtrisait bien, même si on avait l'impression que Bienne était peut-être un petit peu mieux rentré dans le match. On le voit notamment sur cette occasion-là, et puis ils avaient réussi à bien contenir Zurich durant ce premier tiers. Absolument, on reste à ce score de 0-0 après 20 minutes de jeu, pas de quoi prétériter justement les chances d'Antti Tormenon, ni les chances des joueurs de cet homme, Richard Grunborg. Quoi qu'il en soit, on se rend en deuxième période avec cette perte de puck. Il a le premier tournant de ce match, l'ouverture du score. Le criss-cross, Stéphane, tu nous en as très bien parlé, entre Hollenstein et Andrighetto. Oui, les joueurs se sont croisés à l'entrée de zone. On a reculé, il n'y a pas de surnom, mais on a donné quand même de l'espace à l'entrée de zone. Et quand vous donnez de l'espace à l'entrée de zone, on a des joueurs comme ça. Ils se croisent et là, vous devez identifier qui prend qui. Il y a eu une permutation. Kunti a voulu permuter. Schneeberger a pas suivi, mais je pense que c'est plutôt Kunti qui a fait le mauvais choix à la base. Schneeberger a essayé de compenser. Et le petit mètre qu'on a donné, la petite inattention défensive, ça a donné tout l'espace à Andrighetto pour obtenir un bon tir. C'est ça ensuite beaucoup animé dans cette deuxième période avec cette grosse possibilité. Schlepper et de l'autre côté Andrighetto qui va chercher Kruger. C'est devenu un peu tout fou dans ce match, non Alain, à ce moment-là? Ouais, le premier but ça a ouvert un peu le match. Et puis il y a eu des occasions de part et d'autre. Et puis c'est dommage parce que Bienne n'a pas fait un mauvais match. Ils ont juste manqué un peu de précision en attaque. Et la perte de puck de Grossman, ils l'ont payé cash. Après, on verra encore des petites inattentions en attaque. Ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Et puis contre Zurich, ça ne pardonne pas.
Oui, à l'image quand même de ces deux premières périodes, vraiment deux équipes très très proches et un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On se rend en troisième période, peu de supériorité numérique et Bienne qui évolue avec un homme de plus sur la glace va pourtant encaisser le deuxième. Grosse chance tout d'abord pour le HC Bienne et sur la contre-attaque, Pedretti va très bien jouer le coup. La petite flip passe en bécane pour un certain Denis Malguin, tournant du match évidemment Florian. Ouais, c'est clair. On a beaucoup parlé du powerplay de Bienne, qui a pas réussi à trouver la solution dans cette série. Là, Zurich défend très bien. On a la chance. Pedretti reçoit le puck sur sa palette. Il arrive à partir en contre. Il fait le jeu parfait dans le timing de Malguin. Malguin, c'est son boulot de mettre au fond ces occasions-là. Il le fait parfaitement. J'ai pas tellement non plus compris le jeu du gardien qui nous sort un move d'il y a 15 ans. Mais je crois qu'on lui en voudra pas trop là-dessus non plus, quoi. Grosse chance pour Zurich une nouvelle fois, chez Kim qui se rattrape. Ou faute sur le Zurichois, ça on pourrait peut-être en parler. Quoi qu'il en soit, sur la contre-attaque, là oui, ça c'est la crosse justement de Kunti dans le coup de Weber. Là on aurait pu siffler 2 minutes. Oui, clairement. Bon, sur Bodenman, en échappé, je pense pas qu'il y avait faute. Bodenman perd plus l'équilibre qu'autre chose. Par contre, là, évidemment, très accidentellement, Kunti met sa canne dans le coup finalement de Weber. Ça, c'est un classique 2 minutes. Canon accidentel. Les arbitres n'ont pas sifflé, peut-être pensant que la canne avait dévié préalablement sur la canne de Weber. Voilà, petit oubli des arbitres. Petit oubli, mais grande conséquence, puisque l'action évidemment va se poursuivre et qui va réduire le score à la Miéville, c'est Luca Kunti. Ouais, enfin pour Bienne, ils arrivent à créer le danger. Ils ont mis le puck au goal, ils sont allés à 3 sur le but. Et puis Kunti, il est là pour le rebond. Et c'est un bon jeu après le face-off. Zurich fait une petite erreur avec le centre qui ne suit pas le centre. Exact. C'est pour ça qu'il est tout seul. Mais non, enfin, c'était le moment où Bienne a enfin réussi à trouver la faille. Et puis c'est le moment, Florian, où Kovard ne sait plus où est le puck. C'est peut-être un des seuls moments du match où il ne savait plus où il avait perdu. Exactement, c'est peut-être le seul moment où il a perdu le puck des yeux puis qu'il n'a pas regardé du bon côté. Oui, c'est le 2-0, 2-1, donc Bienne qui revient, Bienne qui va pousser, mais Bienne qui va s'exposer, puisqu'on va laisser évidemment des espaces. Et c'est Pedretti qui va partir. Et la grosse question, Stéphane, est-ce qu'il n'y avait pas un slash là sur Pedretti? Clairement. Ça, c'est pénalty à mon avis. Vous allez voir que Beat Forster, là, il ne peut pas rattraper Pedretti. Il va lui mettre un bon slash à une main, à la hauteur des mains. Regardez à droite de votre écran, là. Boum. Ça, c'est automatique. Quand un joueur est tout seul au but, vous travaillez à hauteur de ses mains. La canne est assez violent aussi. Il y en a déjà eu un deuxième, bam. Et Pedretti a râlé. Ça ne l'a pas trop perturbé visiblement, mais quand même, regardez. Hop, hey! Là, il y a matière à pénalty, à mon avis. On a été gentils avec Bienne. On va tenter le tout pour le tout à la Miéville dans les dernières secondes. C'est Luca Kunti qui a un but ouvert et l'égalisation au bout de sa crosse. Mais c'était pas la soirée de Bienne. Non, et peut-être pas la soirée à Kunti, même s'il a marqué, parce que il aurait dû avoir 2 minutes. Après, il a marqué. Après, il s'est pris 2 minutes. Et puis là, il loupe le but. C'est dommage. Mais bon, là, ça va quand même très vite. Il est, comme tu as dit avant, il est à ça de marquer. Comme quoi, une saison, tu peux jouer à ça. Mais non, c'est dommage pour Bienne, parce que ce soir, voilà, Zurich a mieux joué en attaque, je veux dire, mais c'est très frustrant parce que Bienne a fait une belle série. Gagné 2 fois à Zurich, ils ont perdu 2 fois 1-0, 2 fois 3-1, mais chaque fois dans le but vide. Donc contre une équipe comme Zurich, avec les talents qu'ils ont en attaque et dans l'équipe, c'est très frustrant pour Bienne. Ouais, les situations spéciales, Florian, qui auront été du côté de Zurich, comme dans la série entre Fribourg et Lausanne. C'est ça qui fait la différence, on le sait, on en parle souvent des situations spéciales, encore plus importantes peut-être dans les séries qu'en saison régulière. C'est clair que durant les playoffs, chaque détail est encore plus important. Et puis le fait de ne pas pouvoir marquer sur les supériorités numériques que l'on a, ça commence aussi à peser dans la tête. Et puis c'est difficile d'inverser ça en cours de série. Mais je pense que Zurich a mérité sa victoire ce soir. C'est dommage pour Bienne. On a vu aussi, on n'en a pas parlé, mais Pedretti a fait un gros match. On le voit encore à la fin. C'est lui qui conserve le puck, qui arrive à le sortir. Donc voilà, une belle victoire d'équipe de la part de Zurich, je pense.
Super duel, hein, deux équipes très bien préparées. Stéphane, honnêtement, c'est joué à très peu de choses. Est-ce qu'on peut être étonné de la magnifique résistance, dira-t-on, du HC Bienne, hein, finalement, dans cette série face à Zurich? Écoutez, Zurich était largement favori, il n'y a pas photo. Je veux dire, la profondeur du contingent, on sait que Zurich a une super équipe, un gardien qui depuis qu'il est arrivé, qui fait très très bien. Donc tout le monde s'attendait. Tout le monde prévoyait une victoire de Zurich et que tout le monde, personne n'anticipait que Bienne pourrait peut-être causer la surprise, mais c'est venu très très près. Et comme on a dit, c'est un manque de réussite en attaque, 2 en 27 en power play. En plus de ça, ils ont encaissé un but ce soir qui a fait mal. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de Lausanne au niveau de la réussite en attaque. Et ce soir, le power play, ils n'arrivaient pas à faire 2 passes de suite. C'était catastrophique. Et puis du côté de Zurich, c'est plus de 30% en power play, efficace. Les meilleurs joueurs ont été les meilleurs. Et les meilleurs joueurs de Bienne n'ont pas assez produit en attaque, malheureusement. J'en parlais à Gaétan notamment. C'est comme ça. La logique de la saison régulière qui est finalement respectée, hein, Zurich mieux classé et qui finalement sort Bienne. On va écouter une réaction tout d'abord du côté zurichois. On va écouter Marco Pedretti. Marco Pedretti, un 7e match à l'image de la série, hyper serré, intense jusqu'à la toute fin. Qu'est-ce qui a fait la différence en votre faveur ce soir? Ouais, c'était incroyable, de nouveau, beaucoup d'émotions. Je pense, comme on dit à chaque fois en play-off, les petits détails qui font la différence. Gardien qui a été incroyable, notre box-play pendant toute la série, à part le premier match, incroyable. Donc ce soir, grosse victoire d'équipe. Vous êtes tout de même revenu de l'arrière 0-2 dans cette série. On vous sentait presque battu après 2 matchs. Vous revenez de l'arrière. Quel a été, selon toi, l'élément déclencheur, l'élément qui a tout changé dans cette série pour vous? On peut parler du but en prolongation, le 3e à la maison. S'il marque, ça fait 3-0, c'est encore plus dur, mais on n'a rien lâché. On savait que les 2 premiers matchs, ça s'est joué à rien. Et puis, ça nous a redonné ce petit coup d'élan. Et puis, après, la série était vraiment serrée. On peut donner du crédit à Bienne qui a vraiment très bien joué cette série. Si je ne me trompe pas, vous avez rendez-vous avec Fribourg en demi-finale. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet affrontement contre les Fribourgeois? Il faudra tout donner. On a vu que pendant la saison, ils ont été très durs à battre. Maintenant, on est sur une lancée. Eux aussi, ils ont bien joué leur série contre Lausanne. Donc, ça va être serré, ça va être un beau duel. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Un duel de powerplay, vous l'avez compris, en perspective, hein, entre le powerplay zurichois et le powerplay de Fribourg-Gotteron. Mais évidemment, on va revenir sur cette élimination du HC Bienne. Des regrets. À quel moment, peut-être pour les Biennois, cette série s'est jouée? On va écouter Gaétan à cette interview. Gaétan Haas, évidemment, c'est une déception qui doit faire mal, mais vous étiez dans le coup jusqu'à la toute fin. Ça a été une série très serrée, mais encore ce soir, vous ratez des occasions en power play. Est-ce que tu penses que les unités spéciales ont fait la différence dans cette série-là? Ouais, je crois. Il y a un point positif avec cette série. On sait où c'est qu'on doit travailler pour l'année prochaine. Je crois, à part le power play, il y a tout qui était bon. Il manque les goals. Il faut leur donner du crédit. Leur box-play, il a été bon. On n'a pas trouvé la solution. Leur gardien, il a fait les gros arrêts. À la fin, il faut croire qu'il méritait plus que nous. Comme j'ai dit, beaucoup plus on ne pouvait pas faire, je crois. C'est juste powerplay qui a été nul toute la série. Évidemment, la déception s'entend à ta voix. On vous voyait quand même déçu au banc, c'est normal. Mais si tu dresses un rapide bilan de la saison, vous finissez quand même dans le top 6. Vous êtes à quoi? À 2 buts d'une participation à la demi-finale. Est-ce qu'il y a du positif qui ressort de cette saison à Bienne? Là, droit maintenant, non. On voulait plus. On savait qu'on a une équipe qui est capable d'aller voir un peu plus haut. Mais ouais, à la fin, tu tombes contre Zurich, une équipe qui a l'expérience des grands moments, des matchs 7. Nous, il nous manque peut-être encore un petit truc. Et voilà, à la fin, il manquait rien. Donc, positif, c'est que je crois l'année prochaine, l'équipe, elle ne change pas beaucoup. On sait de quoi on est capable et si on arrive à jouer le hockey qu'on a fait pendant ces 7 matchs en play-off durant toute la saison, peut-être qu'on peut aller gratter des places un peu plus que 6e. Et ensuite, peut-être qu'on commence nous à la maison. Merci beaucoup, Gaétan. Merci.
Ah, l'avantage de la glace, même si Bienne s'imposait 2 fois quand même du côté du Hallenstadion, mais c'est vrai, ces prolongations, ce but en prolongation, ce fameux 1-0. Stéphane, tu t'en rappelles, on a suivi cette rencontre, c'était notre match studio et on s'est dit, ah là là, celui-là, ça va être terrible parce que Bienne avait vraiment inversé la tendance, était dominé, je crois, dans les 20 premières minutes de jeu, puis après, petit à petit, avait pris l'ascendant sur cette équipe. Mais c'était tellement serré que Zurich méritait aussi peut-être de gagner ce match-là, mais c'est vrai que quand il dit l'avantage de la glace, moi, je pense que c'est un avantage pour le match 7. Clairement, les statistiques le montrent. J'ai plus les chiffres en tête, mais l'équipe qui joue à la maison a un taux de réussite d'au-delà de 80% là, de ces dernières années. J'ai plus le chiffre, là. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur les réseaux sociaux, mais c'est assez intéressant. Et là, c'est vrai que l'avantage de la glace est capital dans un match aussi important. Ce qu'il a dit, Gaétan Haas, il a tellement raison. Moi, j'ai trouvé cette série exceptionnelle, à beaucoup de niveaux. Moi, je le sais, quand je coupe des séquences, il y a dans la série entre Fribourg et Lausanne, j'avais parfois de la peine à trouver des trucs en positif, en négatif. C'était brouillon, c'est une série moins intéressante globalement au point de vue purement hockey. C'est une série qui était, je trouve, coup-ci, coup-ça. Le spectacle était coup-ci, coup-ça. Mais dans cette série-là de Bienne et Zurich, je me suis amusé comme un petit fou. J'avais plein de séquences rapidement, des trucs positifs souvent, le hockey était tellement bien joué, c'était fluide et c'était tellement agréable à regarder. Moi, des séries comme ça, j'en demande quand vous voulez. Quand même un mot aussi sur ce qui est arrivé à Bienne. Il y a eu pas mal de blessés aussi. Il y a Löw qui était absent pendant 2 matchs. Il y a Brunner qui a dû faire Alain avec des adducteurs qui ont sifflé. On l'a pas vu dans la série. Il est revenu, il est reparti, il est revenu, etc. Kunti aussi n'était pas là. Il a manqué de profondeur. On n'a peut-être jamais trouvé exactement le 3e joueur avec Gaétan Haas et avec Rajala aussi. On a fait Salinen, ça a plus ou moins marché. Il faut se rappeler que Van Pottelberg était quand même blessé avant les séries. Tout ça, il y a eu quand même beaucoup de choses finalement. Aussi, et puis Haas, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué les 4-5 derniers matchs de la saison, où il était malade. Tout ça peut avoir une explication. Après, pourquoi jouer quand on voit que les buteurs suisses ont de la peine à marquer, pourquoi pas jouer avec 3 attaquants étrangers et un défenseur derrière? Parce que toute la série, là, même s'ils ont joué dans cette configuration-là, ils n'ont pas pris beaucoup de goals. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais voilà, le hockey, ça joue à pas grand-chose. Je pense que Bienne a fait une belle saison, a fait une belle série. Ils ne sont pas loin des meilleurs, que Zurich on qualifie comme meilleur et avec Zug. Ils sont pas loin, mais il leur manque, comme Gaétan a dit, ce petit truc, peut-être ce powerplay qui marche, qui doit jouer plus simple. Enfin, c'est facile à dire, on est là, mais ils sont pas loin. Florian, peut-être le fait de devoir aligner Chikin aussi au niveau du but, ce qui n'était quand même pas prévu à la base, à peser avec l'absence d'un... Alain, on parlait d'un étranger peut-être supplémentaire, du coup, en attaque. C'est clair que je pense que c'était pas le plan de base de jouer les playoffs avec le gardien étranger. Maintenant, pour moi, on peut pas se baser sur ces excuses-là. Je pense que chaque équipe, durant les playoffs, elle est contrainte de faire avec les aléas. On sait qu'il y a des blessures, on sait qu'il peut y avoir des suspensions. Et puis, je pense que ça fait aussi partie de l'apprentissage des playoffs, c'est de grandir en équipe avec les problèmes qui peuvent se dresser devant nous. Zurich a eu Malgien aussi. Oui, exactement. Malgien s'est fait sortir au match 2. Il a raté 2 matchs, il est revenu. Honnêtement, il a joué, mais c'était pas le Malgien habituel. Ce soir, il marque un gros but, mais il était beaucoup moins entreprenant qu'il l'a déjà été. Exactement. Sûrement qu'il a joué avec de la douleur et tout, comme Löw ce soir. Puis on a vu aussi que Zurich a fait quand même passablement de changements aussi dans son line-up. Donc voilà, ça fait partie aussi de la gestion d'une équipe. Je pense que Bienne a fait quand même une super série contre une grosse équipe de Zurich. On voit que ça tient pas à grand chose, mais voilà, tous ces petits détails sur un match 7 surtout, ça fait la différence. Mais je pense que ça reste encourageant pour une équipe comme Bienne qui fait beaucoup de bonnes choses depuis de nombreuses années. Et puis on espère que une fois, ça paye un peu plus que de se faire sortir en quart de finale. C'est une excellente propagande pour le hockey, en tout cas ça je peux vous le dire. Moi j'ai adoré cette série, je le répète, c'est magnifique. On va récapituler les résultats de cette soirée, les 2 matchs au programme et la qualification donc pour les LSC Lions, pour les demi-finales qui affronteront donc Fribourg-Gotteron. 7e match et cette victoire 3-1 avec le dernier but d'Azevedo dans la cage vide et le carton de la soirée. C'est Davos qui recolle au score 3-3, ce qui signifie que mercredi, il y aura match du côté de Rapperswil, un acte 7, un 2e finalement dans ces quarts de finale. Rendez-vous
mercredi soir, 19h30. Merci à nos invités, merci Alain Miéville, merci Florian Kainz. Stéphane, rendez-vous mercredi. Merci à toute l'équipe technique. On n'a plus l'habitude de finir aussitôt. Portez-vous bien, c'est lundi, tant mieux, on se lève tôt. Demain, on va travailler. Bye bye. À mercredi. Ciao, ciao.